La Chine a construit un chemin de fer dont l'Iran avait désespérément besoin. 10 400 km entièrement opérationnel et il n'effleure aucun océan surveillé par l'Amérique. Depuis 80 ans, les États-Unis maintiennent ce que les économistes appellent une supervision stratégique maritime. Il ne s'agit pas du contrôle de l'océan lui-même, mais d'une influence effective sur les infrastructures, les systèmes financiers et les points d'étranglement dont tout ce qui transite par l'océan dépend. Voyez les choses ainsi. Toutes les grandes voies maritimes du monde passent par un petit nombre de passages étroits. Le canal de Suez, le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz. Ce sont les postes de péage du commerce mondial. Et les systèmes financiers qui les entourent, les compagnies d'assurance, les autorités portuaires, les réseaux bancaires qui valident chaque transaction, tout cela repose sur des cadres que les États-Unis et leurs alliés ont contribué à concevoir et qu'ils influencent encore largement. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est simplement ainsi que l'architecture du commerce mondial d'après-guerre a été construite. Et pendant des décennies, cela a fonctionné parce qu'il n'y avait pas de véritable alternative. Parlons maintenant du détroit d'Ormuz en particulier, car c'est le point le plus exposé de tout ce système. Il ne fait que 21 miles de large à son point le plus étroit. Environ 20 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour. Cela représente 20 à 25% de tout le pétrole transporté par voie maritime sur la planète. Le Japon importe environ 90% de son pétrole par ici. La Corée du Sud, c'est similaire. La Chine fait transiter environ 40% de son approvisionnement total en pétrole par ses 21 miles. Ce ne sont pas de petits chiffres. Si le détroit se resserre pour une raison quelconque, les raffineries ralentissent, les prix du carburant augmentent et les chaînes d'approvisionnement à travers l'Asie et l'Europe en ressentent les effets en quelques semaines. L'Iran se trouve sur la rive nord de ce détroit. Et depuis des années, l'Iran vit sous d'importantes restrictions économiques, ce qui signifie que chaque navire cargo qu'il tente de faire passer par des voies surveillées internationalement risque d'être suivi, signalé ou bloqué. Le système maritime qui confère aux États-Unis leur supervision stratégique est le même système qui a été utilisé pour exercer une pression économique soutenue sur Téhéran. L'Iran avait donc un problème et la Chine avait une solution. Au lieu de faire transiter les marchandises par un système conçu pour être visible, construire une route qui lui est totalement invisible. Pas d'océan, pas de port surveillé internationalement et aucune transaction passant par les réseaux bancaires occidentaux. Un corridor terrestre de 10 400 km partant de Xi'an, en Chine, traversant le Kazakhstan, le Turkménistan, jusqu'à Téhéran. C'est ça le coup de maître. La Chine n'a pas remis en cause la supervision maritime américaine. Elle l'a simplement rendue sans importance pour ce flux commercial spécifique, et cette distinction est plus importante que tout le reste dans cette histoire. Le projet porte un nom qui semble modeste par rapport à ce qu'il est réellement, le corridor ferroviaire Chine-Iran. 10 400 km de voies reliant la frontière est de la Chine jusqu'à la frontière iranienne avec la Turquie, avec des embranchements s'étendant vers le golfe Persique. C'est à peu près la même distance qu'un vol entre New York et Bangkok. Mais au lieu de traverser un seul océan, cet itinéraire franchit des chaînes de montagnes, des zones sismiques et certains des terrains géologiquement les plus difficiles de la planète. Parlons de ce qui rend l'ingénierie ici extraordinaire, car il est facile de sous-estimer ce qui a réellement été construit. D'abord, le problème du changement d'écartement. Différents pays utilisent différentes largeurs de voies ferrées. La Chine utilise une norme. L'Iran en utilise une autre. La Russie et l'Asie centrale utilisent une troisième, un écartement plus large hérité de l'époque soviétique. Autrefois, cela signifiait que les trains devaient s'arrêter à chaque frontière, décharger leur cargaison, puis la recharger sur un autre train. Ce processus à lui seul pouvait prendre de 24 à 48 heures par passage de frontière. Pour les marchandises périssables ou aux passages frontaliers comme Korgos, où la largeur de voie chinoise rencontre l'écartement plus large de l'Asie centrale hérité de l'époque soviétique, des systèmes automatisés d'échange de bogies prennent le relais. Le train entre dans une installation de commutation et s'arrête. Les ensembles de roues sous chaque wagon sont remplacés par d'autres adaptés à la nouvelle largeur de voie. La cargaison n'est jamais touchée. Rien n'est déchargé. Ce qui nécessitait autrefois de 24 à 48 heures de déchargement complet de la cargaison, de transfert et de rechargement sur un autre train est désormais réduit à quelques heures par passage de frontière. Multipliez maintenant cette efficacité par des milliers de trains chaque année. Deuxièmement, le défi d'ingénierie sismique. L'Iran se trouve sur l'un des terrains les plus sismiquement actifs de la planète. La partie nord du pays, près de la chaîne de montagnes de l'Alborz, subit régulièrement des activités sismiques. Construire une voie ferrée à travers cette zone nécessite des fondations conçues pour fléchir et absorber les mouvements et non simplement pour rester stable. L'ingénierie résistante au séisme est présente tout au long du corridor, conçu spécifiquement pour les conditions du sol dans les zones sismiques actives de l'Iran. Troisièmement, l'effort d'électrification.
En juillet 2025, la Chine et l'Iran ont finalisé un accord majeur pour électrifier 1000 km de la ligne Ras-Arax le long du corridor. Actuellement, seule la section Téhéran-Machhad est entièrement à double voie et électrifiée. Mais cette extension, une fois achevée, augmentera considérablement la capacité et la vitesse du transport de marchandises. Le rail électrifié transporte plus de marchandises par unité d'énergie, et cela signifie que la source d'énergie peut être nationale, qu'il s'agisse de gaz naturel, d'hydroélectricité ou de solaire, et non de diesel importé. Si l'on réunit tout cela, des systèmes de passage de frontières améliorés, une ingénierie résistante au séisme et un programme d'électrification déjà en cours, ce que l'on obtient n'est pas simplement une voie ferrée. Vous disposez d'un système logistique spécifiquement conçu pour fonctionner à une efficacité maximale sans dépendre d'aucune infrastructure maritime. Petite note avant de continuer. Ces documentaires demandent des dizaines d'heures de recherche, d'écriture et de production. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez aider à en produire d'autres, il y a un lien dans la description et dans le commentaire épinglé où vous pouvez faire un petit don. Aucune pression, vraiment. Même quelques dollars font une réelle différence. Revenons maintenant à l'histoire. C'est maintenant que l'histoire devient vraiment intéressante. Et c'est là que la plupart des analyses sur ce projet se trompent. Les gros titres ont tendance à se concentrer sur la voie ferrée elle-même, l'acier, les tunnels et la distance. Mais le développement le plus important concerne ce qui accompagne le train, le système de paiement. Lorsqu'un cargo circule dans les voies maritimes internationales, sa cargaison est généralement assurée par des institutions financières reconnues mondialement. La transaction passe souvent par SWIFT, le réseau bancaire international utilisé par la majorité du monde. Les frais portuaires, les droits de douane et la documentation douanière sont traités via des systèmes intégrés aux normes financières internationales. Tout cela crée une trace documentaire qui transite par des systèmes auxquels les grandes économies peuvent accéder, surveiller ou, dans le cas de pays sous sanctions économiques, restreindre. Le corridor ferroviaire Chine-Iran fait circuler l'argent différemment. Les transactions le long de ce corridor sont de plus en plus réglées en yuan chinois, le renminbi, plutôt qu'en dollars américains. La Banque centrale d'Iran travaille directement avec les banques d'État chinoises pour établir des accords de compensation bilatéraux qui ne nécessitent pas du tout de passer par SWIFT. Concrètement, cela signifie un circuit financier séparé, qui traite les échanges commerciaux entre deux grandes économies, la Chine et l'Iran, entièrement au sein de leur propre architecture bancaire. Et la Chine et l'Iran ne sont pas seuls. La Russie et les États d'Asie centrale font de même. Certaines régions d'Asie du Sud explorent également cette voie. De plus en plus de pays règlent discrètement leurs échanges commerciaux en yuan en dehors du système traditionnel. Ce corridor n'est pas seulement une voie ferrée, c'est le fondement d'une seconde voie financière. Est-ce une tentative de détruire le système financier mondial existant? Certainement pas. Le système actuel est profondément ancré dans le fonctionnement du commerce mondial. Le remplacer entièrement prendrait des générations. Mais construire un système redondant, capable de traiter certains flux commerciaux en dehors des canaux traditionnels, c'est une ambition différente. Et c'est exactement ce qui est en train de se concrétiser. Et les chiffres évoluent déjà. Rien que sur le premier semestre de 2025, le volume de conteneurs sur ce corridor a bondi de 260% par rapport à l'année précédente. En février 2026, 60 trains étaient déjà entrés en Iran dans le cadre de ce corridor. Le pipeline financier parallèle n'est plus théorique. Il est opérationnel et prend de l'ampleur. Pensez-y comme à un générateur de secours pour un bâtiment. Le réseau électrique principal fonctionne toujours, mais si le réseau principal rencontre un problème ou exerce une pression, le bâtiment ne plonge pas dans le noir. Il bascule sur le générateur. Le corridor Chine-Iran n'existe pas isolément. Il s'agit d'une pièce d'un puzzle bien plus vaste que la Chine assemble discrètement depuis plus de 10 ans. L'initiative La Ceinture et la Route, le programme d'investissement dans les infrastructures mondiales de la Chine, a financé ou soutenu des liaisons ferroviaires, des ports et des réseaux routiers dans 150 pays à l'horizon 2025. Le corridor iranien est un nœud de ce réseau. Mais il existe un autre nœud de plus en plus pertinent, l'Arctique. La route maritime du nord de la Russie réduit la distance de navigation entre Shanghai et Rotterdam d'environ 25%. Normalement, ce trajet passe au sud par le détroit de Malacca, traverse l'océan Indien, emprunte le canal de Suez, puis remonte la Méditerranée, couvrant environ 20 000 km. Grâce à la route arctique, rendue possible par le changement climatique qui réduit la couverture de glace et par la flotte russe de brise-glace à propulsion nucléaire, ce même voyage tombe à environ 15 000 km. La Chine a été officiellement désignée comme un État proche de l'Arctique, un titre que la Chine s'est elle-même attribué dans son livre blanc sur la politique arctique de 2018 et que la plupart des nations arctiques contestent, mais que la Chine utilise pour justifier ses investissements croissants dans les infrastructures logistiques de l'Arctique. Relier les points, un corridor terrestre à travers l'Asie centrale et l'Iran. Une route maritime arctique réduisant considérablement le temps de la chaîne d'approvisionnement vers l'Europe.
de multiples systèmes de paiement bilatéraux permettant de régler les échanges en dehors des circuits bancaires traditionnels. Et derrière tout cela, l'initiative La Ceinture et la Route, qui a désormais investi environ 1,4 milliard de dollars américains dans 150 pays depuis 2013, avec un record de 213 milliards de dollars américains de nouveaux accords signés rien qu'en 2025. Aucune de ces choses, prises individuellement, n'est une révolution. Ensemble, elles commencent à ressembler à l'échafaudage d'une architecture logistique parallèle que certaines économies peuvent utiliser pour commercer entre elles avec beaucoup moins d'exposition aux points de pression intégrés dans le système existant. Il ne s'agit pas de la proclamation d'un nouvel empire, c'est une police d'assurance qui est discrètement souscrite. Et les pays qui dépendent le plus de ces points d'étranglement pour maintenir leur influence économique, eux, observent cela de très près. Alors, voici où nous en sommes. Un corridor de 10 400 km transporte désormais du fret entre la Chine et l'Iran à travers des déserts, des chaînes de montagnes et des zones sismiques, sans qu'aucune traversée d'océan ouvert ne soit nécessaire. L'ingénierie qui permet à tout cela de fonctionner est extraordinaire. L'architecture de paiement qui l'accompagne est sans doute plus significative encore que la voie ferrée elle-même, et elle fait partie d'un ensemble plus large d'investissements logistiques, de routes terrestres, de passages arctiques, de canaux financiers alternatifs qui, ensemble, représentent un effort discret et méthodique pour construire une seconde voie sur l'autoroute du commerce mondial. La première voie ne va nulle part. Elle est trop ancrée, trop efficace, trop intégrée à l'échelle mondiale pour être remplacée. Mais la seconde voie est bien réelle. Elle est opérationnelle, et de plus en plus de pays commencent à envisager l'intérêt d'avoir accès à une route qui ne passe pas par le péage de quelqu'un d'autre. Ce qui nous amène à la véritable question que pose ce corridor. Dans un monde où coexistent deux grands systèmes logistiques parallèles, l'un construit autour de points d'étranglement maritimes, l'autre autour de la connectivité terrestre et de monnaies alternatives de règlement, quels sont les pays qui pourront fixer les règles du commerce? Et peut-être plus important encore, qui se retrouvera sans aucune route? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Sincèrement, ce genre de contenu demande beaucoup de temps pour être bien réalisé. La recherche, la vérification des faits, l'écriture. Si vous avez trouvé cela utile et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Chaque contribution, grande ou petite, aide cette chaîne à continuer de produire des documentaires comme celui-ci. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, vous allez vouloir regarder celle-ci ensuite. Parce que la Chine ne se connecte pas seulement à l'Iran. En ce moment même, elle construit une autoroute directement vers le Népal, juste à la porte de l'Inde, une initiative qui est déjà en train de bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans toute la région et que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas ignorer. Le lien s'affiche à l'écran en ce moment. Vous le trouverez également dans la description, juste en dessous du lien de soutien.